Siwar. Bonjour. Vous êtes homme d'affaires et également écrivain. Alors, on l'a bien compris, vous êtes syrien, mais avant tout, vous êtes un citoyen du monde. Et aujourd'hui, nous allons aussi faire le point sur la situation actuelle de votre pays. Vous êtes tout d'abord le vice-président de l'Alliance démocratique unie basée à Londres. Vous avez aussi une particularité, celle d'être le cousin germain de Bachar el-Assad, le très controversé président syrien. Selon la presse russe, votre père, Rifat al-Assad, très influent en Syrie et ancien vice-président de la République jusqu'en 1997, rappelons-le, a rencontré donc en sa qualité de représentant d'une opposition démocratique et laïque le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Mikhail Bogdanov, à Genève le 25 juin dernier, clarifions, afin de contribuer à une solution de sortie de crise, ni plus ni moins, par la voie diplomatique. Et tout d'abord, donc, on aimerait savoir quelles sont, selon vous, les raisons de la crise et si on peut aujourd'hui envisager une sortie de crise en Syrie. Mon intime conviction est qu'il n'existe pas de problème sans solution. Avec de la bonne volonté, on peut bien sûr envisager une sortie de crise. Maintenant, de nombreux facteurs ont influé sur la crise syrienne, des facteurs à la fois internes et externes. Le plus important étant l'ingérence étrangère. On peut aujourd'hui envisager une sortie de crise si on envisage un dialogue national sans conditions préalables pour toutes les forces politiques, sans exclure qui que ce soit, et si on envisage de même la ratification d'une nouvelle constitution avec un large éventail de libertés, notamment la liberté politique et médiatique. Aujourd'hui, nous avons d'un côté le régime de Bachar el-Assad et de l'autre ceux qui sont qualifiés d'insurgés islamistes. Si le régime tombe, que peut-il concrètement se passer? Tout dépend de la manière dont ce régime tomberait. Toutefois, en ce qui me concerne, j'ai peine à comprendre comment ce régime pourrait s'effondrer. Ce régime est aujourd'hui un véritable rempart contre le fanatisme, le fondamentalisme et l'extrémisme religieux. C'est un fait. Aujourd'hui, il est devenu la bête noire pour tous les sympathisants d'Al-Qaïda. L'Occident doit être prêt à défendre les valeurs qu'il a de longue lutte. L'islam radical est négateur d'un certain nombre de valeurs humaines. Il faut le comprendre, comme le rôle de la femme, les droits de la femme, les droits de l'homme, les libertés religieuses, les libertés d'expression. Et tout ça risque d'être balayé. Et ça, nous le refusons. Le dialogue, avant d'être islamo-occidental ou islamo-chrétien, doit se faire tout d'abord entre les musulmans libéraux et les musulmans radicaux. Heureusement, la grande majorité des musulmans en Occident, aujourd'hui, partagent les valeurs démocratiques et tournent le dos à l'islam radical. Alors, vous qui dirigez une chaîne de télévision par satellite qui émet depuis Londres, d'ailleurs, comment pouvez-vous expliquer une couverture médiatique aussi médiocre sur la situation globale de la Syrie? On peut imputer cette médiocrité de la couverture effectuée par les médias occidentaux au fait que la plupart ne sont pas présents sur le terrain, pour une raison ou pour une autre. De surcroît, la fiabilité de l'information est biaisée, du fait de leurs sources, bien sûr. Il y a un net parti pris qui engendre un tri de l'information, pour ne pas dire une censure, visant à mettre en avant, d'une manière fort intelligemment orchestrée, des événements dont l'image et l'impact médiatique jouent en faveur d'un agenda bien précis et d'ambitions qui ne sont aucunement neutres. Néanmoins, je suis heureux de constater que de plus en plus d'hommes et de femmes en Occident conservent un esprit affûté et recherchent la vérité au lieu de simplement recevoir ce qu'on veut bien leur donner comme un fait établi. Notamment grâce à Internet, on peut dire. Notamment grâce à Internet. Les différents fils vidéo, les différentes sources d'informations, il y a quand même de plus en plus une recherche sur ce qui passe en Syrie, sur ce qui se passe, sur ce conflit, plutôt que de regarder bêtement les chaînes de télévision sans réagir. Parce que nous, c'est ce qu'on a remarqué en tant que journaliste. Tout à fait, tout à fait. L'avenir nous dira si cette fascination infantile pour le néopopulisme
véhiculée souvent par Internet, et les investissements massifs de quelques pays riches dans des économies en crise, justifiaient une telle complaisance face à la montée d'une barbarie dont l'Occident aurait bien tort de croire qu'il est à l'abri. Siwar, n'avez-vous pas peur que le pays prenne malheureusement la même direction que l'Irak, l'Irak d'il y a quelques années, où ça s'est fini, comme on le sait très bien, par une guerre civile larvée entre des sunnites, des chiites, et au milieu de tout ça, des djihadistes venant du monde entier sur une terre de djihad qui a finalement décimé la nation irakienne. Oui. L'histoire nous enseigne que la Syrie a bien souvent été malmenée. Elle a traversé bien des crises, beaucoup plus graves que celle-ci d'ailleurs. Et néanmoins, elle s'en est toujours sortie. Je veux donc rester confiant. De plus, contrairement à ce que certains pourraient croire, le peuple syrien, lui, de toute confession confondue, est pleinement conscient que c'est précisément vers le scénario irakien que ses ennemis veulent le mener. Aujourd'hui, on parle avec insistance des armes chimiques, sincèrement, il faut le dire, sans preuve concrète. Rappelons-nous de Powell et Bush, qui à l'époque avaient déjà utilisé ces méthodes assez manipulatrices. Rappelez-vous cette petite fiole qui avait été sortie au milieu du Congrès américain, contenait de l'anthrax, oui. Tout le monde a pris peur. Alors est-ce que vous pensez que la culture de la terreur puisse légitimer un appui militaire ou même une intervention de la part des grandes puissances mondiales? Alors, armes chimiques ou pas, je vous rassure, il n'y aura pas d'intervention militaire en Syrie. Les enjeux sont énormes et aucun individu, un tant soit peu raisonnable, ne souhaiterait se voir entraîné dans un chaos généralisé. Au jour d'aujourd'hui, l'image que l'on peut avoir de la Syrie peut être faussée, car l'État syrien, avec toutes ses institutions, existe toujours et ne semble pas être en voie de disparition. Cet État, hormis quelques zones qui ont connu la présence de quelques rebelles, contrôle jusqu'à aujourd'hui l'ensemble du territoire de la République arabe syrienne, c'est-à-dire que les écoles, les universités fonctionnent, les palais de justice sont ouverts, les hôtels sont ouverts, etc. C'est un peuple syrien extrêmement courageux qui refuse de se laisser dominer par la peur. Vous voyez, nous ne sommes donc pas dans le scénario où tout s'écroule, tout le monde s'en va, il ne reste plus rien, plus personne. Il faut donc, si elles existent, utiliser les armes chimiques pour sauver ce qui reste. Par contre, ce scénario chaotique est bel et bien vécu, et surtout en 2013, par les rebelles qui ne cessent de perdre des positions tous les jours. Au-delà des théories et des fausses solutions, les populations occidentales, et j'entends par là les contribuables surtout, attendent de la part de leurs dirigeants des résultats, et non pas de s'impliquer par de coûteuses interventions militaires dans les problèmes de nations tierces traditionnellement antagonistes et situées à des milliers de kilomètres. Il n'y a guère de fondements sérieux, solides et légitimes pour justifier une intervention militaire en Syrie. D'autre part, lorsqu'il s'agit de la France, les États-Unis et d'autres pays occidentaux qui défendent leur liberté, leur indépendance et leur propre souveraineté, il va de soi qu'il faut défendre la liberté, l'indépendance, la souveraineté de toutes les nations. Les peuples doivent donc garder la maîtrise de leur destin, à mon sens. On le sait, c'est un secret de polichinelle, la France, les États-Unis, d'autres États souhaitent armer, et je dirais même arment déjà les rebelles. Peut-on clairement identifier les enjeux économiques dissimulés derrière cette intervention indirecte, mais bien réelle de ces États, sans parler de complot, hein. On parle bien de géopolitique. Là. Oui. Alors, le dernier sondage que j'ai vu en France remonte à fin mars 2013. C'est un sondage IFOP
qui disait que sur 1004 personnes, il y avait 61% contre armer les rebelles. Et seuls 26 affirmaient être favorables. 2 sondages aux États-Unis effectués par CBS, fin avril et fin mai, où plus de 60% étaient contre armer les rebelles. Aujourd'hui, on parle de sondages aux États-Unis où plus de 80% sont contre armer les rebelles. Et même en Allemagne et en Angleterre, des sondages fin mai 2013 nous montrent que plus de 70% des Allemands et des Britanniques étaient contre armer les rebelles. Rappelons que c'était des gens qui, à l'époque, sous donc l'intervention militaire en Libye, étaient plutôt à l'époque pour une intervention militaire en Libye. Et aujourd'hui, on se rend compte, d'après ces sondages, que cette même population est contre une intervention militaire en Syrie. Ça, c'est ce qui a été remarqué par la majorité des observateurs. La France n'agit jamais en marge de la communauté internationale. C'est une grande nation. Elle a pour habitude de se positionner et d'agir après consultation de ses alliés. D'autre part, le devoir du gouvernement français est de préserver d'abord les intérêts des Français, tout en restant dans le cadre de la légalité, légitimité internationale. En 1992, la France avait certainement jugé qu'il n'était pas de son intérêt d'armer ou de soutenir le GIA algérien ou le FIS algérien. Alors que ces gens-là avaient gagné les élections et les militaires avaient interrompu le processus électoral. Dans le cas de la Syrie, il serait alors question d'armer des groupes non représentatifs et peu reconnus. L'ONU n'a pas reconnu l'opposition. Et d'ailleurs, de quelle opposition parlons-nous? Elle est totalement hétéroclite et divisée. Les combattants rebelles ont peine à reconnaître l'autorité de leur politique. Et à l'intérieur de la composante militaire, les milices djihadistes, très dangereuses, ont pris le pas sur les autres. Il y a aujourd'hui des groupes d'opposition laïque et modérée, je dirais, qui ne réclament ni armes ni intervention étrangère. Alors, parmi ces oppositions que j'appelle, moi, oppositions positives, je pense bien sûr au groupe que je représente, l'Alliance nationale démocratique unie. Cette alliance est dirigée par M. Rifat al-Assad, qui a beaucoup d'influence en Syrie et qui entretient depuis toujours de très bons rapports avec l'Occident, sans oublier ses excellentes relations avec l'Arabie saoudite. Aussi, comme le mentionne un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Rifat al-Assad, lors de sa rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient, M. Mikhail Bogdanov, eh bien, M. Rifat al-Assad, lors de cette rencontre, a donc encouragé les efforts russes visant à résoudre la crise syrienne par le biais de la conférence de Genève II. Car cette conférence, voyez-vous, elle prévoit un dialogue national entre les différentes composantes politiques syriennes, prenant en compte l'intérêt de tous les citoyens syriens. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue pour sortir mon pays, la Syrie, de cette crise. Les propos sur la possibilité de fournir à l'opposition syrienne des armes et des matériaux, létaux ou non létaux, démontrent malheureusement une tendance à la solution militaire et non politique. Or, ceux qui envisagent une solution militaire, pour défendre des intérêts géopolitiques, devraient comprendre qu'ils créent malheureusement encore davantage de victimes en Syrie. Il y a un véritable enjeu international qui risque de chambouler l'équilibre mondial, car la Syrie est en train de résister. Et s'ajoute à cela une prise de position internationale russe, etc.
Si la volonté occidentale ne se réalise pas, d'autres nations pourront voir en la Chine et la Russie et les États du BRICS un véritable soutien pour se libérer de l'hégémonie des États-Unis. Donc les intérêts occidentaux sont en risque. Imaginons, si Bachar al-Assad est encore au pouvoir dans un an, toutes les puissances qui ont mis le paquet contre lui vont se retrouver face à un Assad qui tient toujours. Si la tendance est plutôt à calmer le jeu, car on se sera peut-être rendu à l'évidence qu'on ne pourra pas l'évincer. La Turquie et le Qatar seront donc affaiblis, et leurs alliés seront affaiblis aussi. Donc les États du BRICS pourront être une alternative. Dans le cas contraire, où Assad est évincé, l'islam va être fort du pétrole et de la volonté islamiste et se trouvera aux frontières russes. Les Russes sont à côté, tout près. Alors, il y a une énigme qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi, depuis l'histoire ancienne, à nos jours, tous les peuples qui ont des ambitions de grandeur et qui veulent la réaliser regardent vers Jérusalem et se rendent compte que le chemin de Jérusalem doit passer par Damas. On dit que les empires se font et se défont sur les murs de Jérusalem, même avant les religions. Et même si on vient d'Égypte, on doit prendre Damas pour pouvoir prendre Jérusalem. Il y a donc une réelle relation qu'on n'arrive pas à expliquer entre Damas et Jérusalem. L'alliance qui s'est bâtie, que certains appellent l'alliance chiite, qui a peut-être un slogan chiite, sans que le chiisme en soit, à mon avis, l'élément principal, est en effet une alliance démographique et géographique qui commence par les Méditerranées et qui se termine à la frontière afghane, et ceci, pour l'Inde et la Chine, est très attirant, car cet espace solide et unifié constitue une véritable vitrine sur la Méditerranée. La Méditerranée, je vous rappelle qu'elle est considérée comme les Champs-Élysées du monde. Cet espace peut reconstituer la route de la soie de Damas à Pékin en passant par toutes les villes. Je parle là de chemin de fer, de pipeline, etc. Dans les relations internationales, il y a cette idée de contact physique qui n'a pas disparu malgré tous les moyens technologiques. Par exemple, l'Angleterre et l'Europe, malgré la moyenne profitabilité du projet, ont eu besoin de se sentir attachés. Une des raisons du refus de la part des Égyptiens pour l'État d'Israël est que l'Égypte est coupée du reste. Si je puis me permettre, armer des insurgés qui assument pleinement leur lien avec Al-Qaïda, n'y a-t-il pas une ambiguïté quand même avec l'intervention militaire au Mali? Alors que des forces politiques fondamentalistes cherchent à s'emparer d'un pouvoir qu'elles convoitent depuis près d'un siècle, jusqu'à là, rien de particulier et de surprenant. Par contre, cet empressement des Occidentaux à favoriser leur manœuvre interpelle plus. Le prétexte avancé, souvent, est une sorte de devoir moral de les aider à renverser des gouvernements de type dictatoriaux et autoritaires. Or, il est évident, et l'on a pu tristement le constater récemment, que les régimes qui seront ensuite mis en place par ces intégristes seront encore moins démocratiques que les dictatures auxquelles elles se substitueront. Plus troublant, ces manœuvres que l'Occident encourage dans le monde arabe et musulman, il les condamne avec fermeté d'ailleurs. Je pense là au Mali, bien sûr, où par un grand écart, des plus sidérants, l'action de la France est en totale contradiction avec l'attitude adoptée dans ces pays du monde arabe, et notamment en Syrie. Pour faire court, au Mali, un djihadiste est un ennemi qu'il faut éliminer, tandis qu'en Syrie, c'est un combattant de la liberté qu'il faut armer.
C'est un peu le scénario afghan avec la CIA qui a entraîné, qui a aidé ces premiers djihadistes des débuts d'Al-Qaïda pour se retourner contre les Russes. Une fois les Russes, quand ils ont quitté le territoire afghan, les Américains se sont retrouvés avec des gens, des barbus qui étaient là, qui avaient été financés par les Occidentaux, par la CIA notamment. Donc c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que le scénario afghan. C'est un retour de boomerang. Oui, c'est un terme qui a été utilisé, ça fait par un analyste américain de la CIA pour dire, voilà, on va les appeler la base, Al-Qaïda. Pour Oui. les téléspectateurs, ils connaissent aujourd'hui l'origine du mot, du nom Al-Qaïda. Et la deuxième conférence de Genève dans tout ça, ne peut-elle pas, elle, amener une solution? Alors, le régime syrien a exprimé sa volonté d'assister à la conférence, sans précondition. Certaines oppositions semblent consentantes, d'autres pas, et ont recours à des pratiques assez drôles. Prenez par exemple l'un d'entre eux qui était imam de mosquée. Il a même offert au président syrien la possibilité de sortir sain et sauf du pays avec 500 de ses proches. Il a oublié de nous dire, ou de dire au président syrien, au nom de qui parle-t-il? Qui est-ce qu'il représente réellement sur le territoire syrien? Et surtout, et c'est le plus important, que ferait-il ou que peut-il vraiment faire quand le président syrien ignorera complètement son offre? Eh bien, la réponse, c'est un grand rien du tout, si ce n'est que passer sa colère sur Twitter ou Facebook. S'il n'y a aucune précondition pour Genève 2, il y a peut-être une solution. Si tous les participants sont prêts à faire des concessions, et à être raisonnable. J'entends par raisonnable prendre en compte l'intérêt du peuple syrien avant toute considération. Cette conférence doit être très grande et marquante. Le Liban, l'Irak, la Jordanie et la Turquie, ainsi que les principales forces dans la région, Royaume d'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, doivent être représentés. Il est bien entendu que les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU doivent aussi être présents, au moins en qualité d'observateurs. J'avais une question importante sur la ville de Kousseir, qui a été reprise par l'armée régulière syrienne. Est-ce que la motivation était de créer un État alawite dans l'ouest du pays? Alors, la ville d'Al-Koser n'a pas de liaison géographique avec la région côtière. La route entre Damas et Latakia ne traverse pas Al-Koser, aussi simple que ça. Donc c'est pas un verrou? Non. En plus, je n'ai remarqué à aucun moment durant ce conflit une volonté de division du pays. L'armée syrienne se bat et s'acharne dans toutes les villes, du nord au sud, d'est en ouest. Les Syriens ne veulent pas la division. La Syrie a, malgré toutes les tourmentes, toujours été et sera toujours un pays dans lequel toutes les religions et ethnies cohabitent et vivent en paix. Claire, une question importante, on en a parlé avant de commencer cette émission. Quel est le moral des jeunes militaires syriens, Oui, tout à fait. même des réservistes, même de ces gens qui sont rappelés à défendre leur pays face à des barbus, disons-le, à des gens qui attaquent par des attaques aveugles très souvent? Quel est le moral? Est-ce que vous avez des retours sur le moral? Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont, je ne vais pas parler de nationalisme, mais est-ce qu'ils comprennent que c'est un enjeu important? Est-ce qu'ils le savent? Alors, les retours que nous avons, les jeunes à partir de 18 ans aujourd'hui se bousculent pour rejoindre l'armée populaire et l'armée régulière. L'armée régulière ne sait pas comment les entraîner, ils n'ont pas le temps de les préparer au combat. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Donc il y a une génération qui est motivée pour se battre, pour se défendre.
Alors, parlons à présent de Georges Sabra, hein, le nouveau chef de la coalition nationale d'opposition, qui a accusé l'armée régulière d'avoir envahi la ville d'Alcocer. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous prie de m'excuser, mais on ne s'y retrouve plus avec tous ces conseillers et coalitions qui poussent de nulle part. J'aimerais donc faire des recherches avant de répondre à cette question et savoir qui est-ce que M. Sabra représente en Syrie exactement et au nom de qui parle-t-il. Par contre, je sais que l'un des chefs de l'un de ces groupes d'opposition qui avait été reconnu par certains pays comme seul et unique représentant légitime du peuple syrien s'est permis et a eu le culot à Marrakech en présence de 120 ministres des Affaires étrangères, 120 nations. Il a critiqué le fait que les États-Unis aient placé le groupe Al-Nosra qui affiche publiquement son appartenance à Al-Qaïda sur la liste des organisations terroristes. Ce monsieur a donc demandé aux États-Unis de ne pas sanctionner des terroristes. Décidément, on aura tout vu. Le secrétaire de la Ligue arabe a condamné une intervention du Hezbollah dans la ville d'Al-Qocer. Selon vous, le régime syrien aurait-il pu reprendre Al-Qocer sans cette intervention, sans l'appui d'une force extérieure, d'une milice qui est le Hezbollah? Alors la règle de jeu n'a pas bien été établie dès le départ. La condamnation du secrétaire de la Ligue arabe est compréhensible. Mais elle aurait été beaucoup plus si elle avait aussi eu lieu lors de la prise de conscience internationale que des djihadistes du monde entier venaient se battre de façon organisée en Syrie auprès des rebelles. D'autre part, le Hezbollah ne se bat pas là où les batailles ont beaucoup plus d'ampleur, à Alep, à Idlib, à Homs, près de Damas, etc. Et pourtant, on le voit dans les dépêches que le régime, de jour en jour, gagne du terrain dans toutes ces villes. Justement, le régime regagne du terrain, l'armée syrienne regagne du terrain. À quoi on doit ce sursaut, finalement? On a vu les villes tomber les unes après les autres, les quartiers être repris, Homs, Kousseir, etc. Comment ça se fait que ce sursaut n'est pas finalement si médiatisé que ça aussi? Alors, je pense que ce sursaut est surtout dû au fait que l'armée régulière est en train de s'adapter au mode de combat des rebelles. Donc, ils font plus attention aux snipers. Leurs plans d'attaque sont beaucoup mieux élaborés. Et ce qui explique l'avancée de l'armée régulière. Ils font de la contre-guérilla. Tout à fait. On pourrait dire. Tout à fait. Alors, que pourriez-vous répondre à ceux qui vous diront que la révolution doit être sauvée à tout prix? Écoutez, de nos jours, une révolution qui fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et des centaines de milliers de déplacés, à mon sens, n'est pas une révolution. Que faut-il faire pour sauver cette révolution et plaire à certains? Est-ce que le prix à payer doit être, pour nous, Syriens, l'équivalent de 3 guerres civiles en Angleterre et 150 000 morts? Ou faudrait-il, tout simplement, par exemple, copier-coller la terreur, cette période de la Révolution française, qui débute aux premières têtes tranchées en juillet 1789, passant par les massacres de septembre, etc., s'achevant en 1994 avec la chute de Robespierre, faisant une centaine de milliers de victimes. Je vous rappelle que la terreur a longtemps fait l'objet de débats entre les historiens. Et elle constitue l'un des épisodes les plus controversés et passionnés de l'histoire de France. On dit bien la terreur. Terreur, racine, terrorisme. Terrorisme, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, Oui. en tout cas. Contemporainement parlant, la terreur peut être assimilée Oui. au terrorisme. C'est l'outil de base
pour implémenter justement une peur dans le peuple. Hein, qui finalement, voilà, tout à fait. C'est un peu, nous, on sent que c'est ce qui ressort très souvent quand le conflit syrien est traité dans les médias. Oui, on le sait bien. La France a réussi à obtenir la liberté de pensée, de religion, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme, proclamant la liberté, l'égalité et la fraternité. Aussi, les départements qui existent encore de nos jours, le régime démocratique du gouvernement du peuple, etc. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la Révolution amena aussi la guerre contre l'Europe royaliste, qui dura de 1792 à 1815 et qui vit plus d'1 million de morts. La dictature de Robespierre d'abord, puis de Napoléon. La guillotine, utilisée contre tous les ennemis de la Révolution. La guerre civile, les paysans de Vendée, de Bretagne, fidèles à leur tradition, qui se révoltèrent sous les ordres des nobles royalistes. L'armée républicaine les écrasa et le massacre fit plus de 150 000 morts. Mais tout cela est aujourd'hui impossible. Je pense, très humblement, que tout homme devrait pouvoir apprendre des erreurs du passé. Nous devrions être capables d'en tirer un enseignement. Aujourd'hui, il faut encourager exclusivement des transitions paisibles et progressives, et rien d'autre. Personnellement, qu'espérez-vous pour votre pays dans les mois à venir? Et si vous avez un message, quel est-il? Je souhaite que l'amour triomphe. J'espère que les messagers de paix vont se multiplier, qu'ils aient ou non les mêmes objectifs, les mêmes idéologies, les mêmes instigateurs et les mêmes financiers. Mon message est donc pacifique. La non-violence est une discipline qu'il faut ériger en méthode de combat pour obtenir l'indépendance, la paix, la liberté et la justice d'un pays. En Syrie, toutes les religions sont vraies. Depuis tout temps, certains tentent de perpétuer des massacres au nom de la religion. Il faut résister au mal en lui opposant la force de l'amour, non celle de la haine. On peut comprendre que devant la déshumiliation croissante du monde, l'idéal auquel je me réfère, moi, peut sembler quelque peu dérisoire. Mais que faut-il faire alors? Est-ce qu'il faut baisser les bras et cesser de lutter? Alors, certains s'indignent. S'indigner est un premier pas, accessible. Mais il ne suffit pas. Il faut toujours rappeler qu'on peut garder confiance en l'être humain, bien sûr. Que pensez-vous des... On l'a tous vécu le week-end dernier. Que pensez-vous des événements en Égypte? Alors, les événements en Égypte, ils montrent qu'il ne peut pas y avoir de passage rapide et heureux d'un régime autoritaire à la démocratie politique. C'est un processus long, pénible et maladif, ayant des retombées sur le développement économique et la situation sociale du pays. En d'autres termes, le printemps arabe n'a pas conduit à la démocratie, mais au chaos. Nous le constatons en Égypte, en Libye, en Syrie et en Irak. En tout cas, la chute des frères musulmans au Caire est un point tournant dans l'histoire non seulement de l'Égypte, mais aussi dans l'ensemble du monde arabe. Alors, M. Sewar Al-Assad, pour terminer cette interview, j'aimerais aborder avec vous certains articles dans la presse française, j'ai sous les yeux, et principalement Libération, qui a été largement relayé en Angleterre et en Europe, et qui s'intéresse tout à coup à votre père et à ses biens. Votre famille vient de faire l'objet, il faut le rappeler, récemment dans la presse française de critiques qui ont été relayées sur la vente d'un hôtel particulier à un milliardaire russe, et que, bien sûr, ce bien aurait été bradé, d'après eux, du fait de l'urgence liée probablement à la chute de Bachar al-Assad. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Déjà, je rassure Libération et les autres que tous les indices démontrent qu'il n'y a aucune urgence par rapport au président syrien, Bachar al-Assad. Bien au contraire. Mais surtout, vous savez, le 4 septembre 2001, à Paris, a été condamné sur les mêmes allégations. La société Libération a payé à M. Rifat al-Assad 1 franc symbolique. 1 franc de dommages et intérêts à titre de réparation complémentaire. Et le tribunal ordonna à la société Libération de retirer de son site internet libération.fr les propos poursuivis par M. Rifat al-Assad et reconnus diffamatoires. Donc les extraits des articles parus dans les numéros de Libération 14 février et 24 mars 2000. Alors, contrairement aux prétentions du défendeur, donc le journal Libération, le tribunal avait reconnu que l'article revêt un caractère attentatoire à l'honneur et la considération de M. Rifat al-Assad. Concernant les événements de Hama, le tribunal avait dit que les accusations étaient en l'espèce graves et que Libération ne disposait pas véritablement d'aucun élément déterminant confortant la présentation des faits. Tout cela pour vous dire que Rifat al-Assad ne peut pas passer son temps à attaquer des publications. Par respect pour les lecteurs, je conseille aux médias, et surtout Libération, de jeter un coup d'œil sur le rapport récemment déclassifié par la DIA, Defense Intelligence Agency. C'est un rapport écrit le 22 avril 1982, portant le numéro d'ailleurs 26 30 34 82, et qui en dit long sur la Syrie et les frères musulmans et Hama. Il n'y avait pas que des gens désarmés à Hama. Écoutez, il suffit de le lire, je pense. C'est un document qui a été déclassifié donc 30 ans après, qui a été déclassifié l'année dernière. Et je pense qu'il retrace tout l'historique des événements à Hama. Est-ce que vous pensez que ces articles, nous sommes journalistes tous les deux, parfois nous avons travaillé dans des rédactions où il arrivait sur le fax ou par email des articles déjà écrits, ce qu'on appelle des papiers de commande, parfois politiques, parfois de cabinets officiels, parfois de cabinets noirs, comme on dit. Vous pensez que ça peut être le cas, qu'il y aurait une cabale contre M. Rifat al-Assad en France? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas qui est-ce qui pourrait promouvoir une telle cabale contre Rifat al-Assad. Je pense que c'est tout simplement un journaliste qui a voulu faire parler son journal. C'est tout aussi simple que ça. Et c'est probablement un journaliste qui n'était pas à Libération en mars 2000. Eh bien, merci Sibour al-Assad d'avoir répondu à nos questions, car, je le rappelle, c'était un entretien exclusif. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci.